Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte que les précédentes, parce que c'est vrai que les précédentes, plus ça va, plus elles se rallongent, et je sais que c'est parfois un petit peu plus compliqué, plus difficile à regarder, surtout pour vous, quand vous avez besoin de voir cette vidéo de Quoi de neuf. Je vais simplement aborder quelque chose sur lequel je suis actuellement sur le feu. C'est, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, au mois de novembre, les États-Unis vont décider d'élire leur nouveau président et deux candidats, Donald Trump, qui prétend à sa réélection, puisque la Constitution autorise un renouvellement seulement de mandat pour les présidents américains, et en face, le démocrate Joe Biden, et respectivement, l'un garde évidemment son vice-président qui est Pence, et l'autre qui va avoir sa colistière, sa colistière Kamala Harris, qui, si Joe Biden est élu, deviendra donc vice-présidente des États-Unis, et par conséquent la première femme vice-présidente, je crois, il me semble, de souvenir, puisque les autres, Clinton a été secrétaire d'État, Rice aussi, oui, non, je pense que oui, c'est la première femme, enfin rectifiez-moi si je me trompe, mais je pense que ce sera la première femme vice-présidente. Évidemment, avec tous les phénomènes économiques, sociaux qui engendrent parfois des intérêts des uns et des autres, que ce soit des progressistes ou des républicains, d'instrumentaliser un certain nombre d'arguments sociétaux, économiques, politiques, eh bien, on en arrive parfois, alors surtout sur les réseaux sociaux en ce moment, à lire des choses qui, alors c'est pas la grande majorité, mais en grande partie, on se rend compte qu'il y a vraiment un décalage des Américains par rapport à la réalité de leur pays. C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup d'Américains progressistes en sont aujourd'hui amenés à tout mettre sur le compte de Donald Trump. Et récemment, nous avons Wheeler, qui est le maire de Portland, qui a fait un discours dans lequel il remercie Donald Trump de sa proposition de l'aider à rétablir l'ordre dans sa ville, mais que, en gros, enfin, il l'a pas dit textuellement comme ça, il l'a dit d'une façon assez claire, mais très sous-entendue, qu'il peut aller se faire foutre, qu'on n'a pas besoin de lui. Sauf que le problème, c'est que, évidemment, beaucoup de gens eh bien, suivent finalement cette décision de ce maire, et il y a certaines personnes que j'ai essayé un petit peu de ramener un petit peu sur une vision globale des choses, pour essayer de leur faire prendre conscience que on peut très bien, en effet, être très critique sur Donald Trump pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il a fait, mais que finalement, Donald Trump n'est qu'un symptôme d'une démocratie malade, et malade depuis maintenant plusieurs années. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup d'Américains qui refusent de le voir ou qui ne le comprennent pas. Et alors j'essaye, avec ces gens-là, d'avoir un débat constructif et d'essayer de leur faire prendre conscience, et surtout de leur permettre de les inviter à prendre de la hauteur. Alors, il y en a certains qui, en effet, admettent que le malaise est beaucoup plus profond dans la société américaine que le fait de la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais alors, il y en a d'autres qui sont vraiment dans cette conception qu'il est hors de question de céder à quelque argument que ce soit pour donner une justification ou une autre raison. C'est-à-dire que là, on est véritablement face à des gens qui sont ancrés définitivement dans un dogmatisme. C'est-à-dire que là, on est dans une religion, finalement, presque une secte. La secte des Américains qui veulent absolument que tout le monde concède cette idée que tout est de la faute de Trump, directement ou indirectement. Alors qu'en réalité, si Trump, en effet, est la cause d'un certain nombre de problèmes dans la société américaine, et surtout, je dirais, dans la division même de la population et du peuple américain, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas dus de Trump. Je dirais même qu'il y a certains problèmes de la société américaine qui sont la cause de l'élection de Donald Trump. Et toutes ces causes, évidemment, c'est
la déliquescence sociale et culturelle de ce pays, c'est les mensonges, les trahisons, c'est les manipulations, que ce soit à la fois républicaine ou démocrate lorsqu'ils étaient au pouvoir. Moi, j'ai essayé d'expliquer à des personnes que il faut savoir qu'en France, on a commencé à être choqué au moment où des Américains commençaient à s'excuser de la politique de George W. Bush. Certains Américains se sont excusés de voir que Barack Obama n'a été finalement qu'un apparat et qu'il n'a pas finalement apporté des solutions, où il n'a pas résolu un certain nombre de problèmes, et plus particulièrement vis-à-vis de la communauté afro-américaine. Je le rappelle, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui ont énormément été déçus par la politique de Barack Obama, qui a quand même été au pouvoir pendant 8 ans, et de ce fait, aujourd'hui, évidemment, quand on vit parmi des Américains, on entend des choses, on a des discussions, on a des débats qui prennent conscience que les choses ne sont pas aussi simples, mais qu'il y a des gens qui voudraient les simplifier, c'est-à-dire dogmatiser n'importe quel sujet pour obliger les gens à prendre soit le côté du bien, soit le côté du mal. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours à un moment donné un retour à cette notion culturelle américaine de l'excès. C'est-à-dire que, à un moment donné, dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine, on se rend compte que s'il y a des gens qui cherchent à essayer de voir le juste milieu des choses, eh bien malheureusement, il y a toujours un totalitarisme culturel qui pousse toujours à aller dans les extrêmes. C'est-à-dire de faire le choix du blanc ou du noir, de faire le choix du démocrate ou du républicain, de faire le choix du bien ou du mal, sans avoir le respect, je dirais, ou la possibilité à un moment donné de redescendre un petit peu dans ces hyper-convictions, dans ces hypersensibilités qu'il y a dans la société américaine, et au final d'essayer d'amener, de sortir un petit peu la tête de l'eau pour voir les choses de façon plus globale, et de se rendre compte que malheureusement les maux qu'il y a aujourd'hui dans la société américaine ne sont pas dus que à Donald Trump. Que Donald Trump, comme je le dis, n'est qu'un symptôme. Un symptôme qui est le résultat d'une partie de la population américaine qui, à un moment donné, on a eu marre de voter pour des politiciens qui font des grands sourires, qui serrent des paluches, qui font des grands meetings dans la tradition du show à l'américaine, et qui, au final, une fois qu'ils sont au pouvoir, eh bien, ne font pas ce qu'ils ont prétendu faire, ce qu'ils ne font pas, ou n'appliquent pas la politique ou les idéologies qui, en général, sur lesquelles ils se reposent de façon très succincte, de façon très en surface, hein, finalement, ne jamais aller dans le fond des choses. Aux États-Unis, il ne faut jamais aller dans le fond des choses, parce que au bout d'un moment, ça risquerait d'être contradictoire et contre-productif, idéologiquement parlant, surtout en matière politique. C'est, par exemple, l'incapacité des démocrates à résoudre à chaque fois le problème des ventes des armes aux États-Unis. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que les démocrates sont les premiers à hurler, à lever le poing pour réguler, pour interdire, etc. Mais quand ils sont au pouvoir et qu'ils ont les outils, et voire même les instances pour pouvoir faire quelque chose, eh bien on se rend compte que tout d'un coup, ils font en effet quelque chose, mais qui ne sert à rien, ou qui est un ersatz de quelque chose. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que les démocrates, qui sont des mondialistes, des néolibéraux, eh bien ont des intérêts. C'est généralement des gens qui ont des investissements dans des sociétés financières ou des sociétés de matières premières, etc., qui dépendent du marché des armes. Et donc, si des démocrates décident demain de vraiment durcir les réglementations en matière d'armes, eh bien, c'est comme s'ils se tiraient une balle dans le pied. Je vous donne un autre exemple que j'ai déjà donné dans une de mes vidéos. Souvenez-vous de ces natifs qui défendaient dans le Dakota du Nord leur territoire face à la construction d'un pipeline pour faire venir le pétrole, je crois que c'est pétrole sablonneux ou du gaz, je crois que c'est du pétrole. Et donc ils manifestaient parce qu'ils avaient peur que des accidents puissent arriver et polluer leur terre et surtout la rivière. Et vous avez derrière ces natifs un homme politique qui s'appelle Bernie Sanders, qui soutenait le mouvement des natifs et qui a même financé en partie, qui a fait des dons pour aider ces natifs à manifester contre la construction de ce pipeline. Sauf que
En cherchant bien, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que M. Bernie Sanders est actionnaire dans une entreprise de transport ferroviaire de matières premières, et plus particulièrement de matières de pétrole. C'est-à-dire que finalement, M. Bernie Sanders finançait une opposition à un pipeline, parce que le pipeline allait forcément menacer ses intérêts financiers, ses investissements dans ces compagnies de transport ferroviaire de pétrole. Donc vous voyez, quand on gratte bien, on se rend compte que malheureusement, il y a toujours des conflits d'intérêts lorsque des gens s'investissent dans certaines causes aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce que souvent on essaye d'apprendre un petit peu aux Américains, c'est aujourd'hui de prendre du recul, et que lorsque des politiciens, lorsque des personnalités disent des choses, toujours prendre les choses avec mesure et essayer de comprendre si derrière il n'y a pas un conflit d'intérêt ou un centre d'intérêt à ce que ces personnes s'engagent dans telle voie. Alors, des fois, dans le cas, c'est vraiment des propos un petit peu à l'emporte-pièce, c'est des propos qui sont émis par l'émotion. Pour vous donner un exemple émotionnel, c'est par exemple la disparition de Chadwick Boseman, qui est cet acteur noir américain qui a interprété le rôle du fameux prince du Wakanda dans le fameux film Marvel Black Panthers. Alors ça a généré en effet une émotion. Et une émotion parce que, en effet, c'était un jeune acteur qui avait, je crois, 43 ans, 46 ans, qui est décédé malheureusement d'un cancer du côlon. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, il faut savoir que le cancer du côlon est la deuxième cause de mortalité de cancer aux États-Unis, et qui étrangement concerne beaucoup de jeunes générations d'Américains. Donc on peut en droit de se poser la question si finalement il n'y a pas des modes de consommation qui seraient la conséquence, ou la cause, pardon, de cette conséquence. Mais voilà, ça c'est un débat sanitaire qui mériterait réflexion aussi à ce niveau. Et donc, la disparition de cet acteur, c'est aussi parce que c'est un jeune acteur noir américain, mais qui en plus a interprété un rôle qui a beaucoup été apprécié par les Afro-Américains, à tel point que, en effet, aujourd'hui, vous avez ce film à intégrer, on va dire, des choses, des signes, des indices, des éléments dans la culture américaine, comme le fameux salut, voilà, comme ça. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Noirs américains qui voilà, c'est-à-dire que ça, en fait, ça a joué énormément, et d'ailleurs, ça a été l'intérêt du scénariste de jouer justement là-dessus, de ce rêve des Afro-Américains, et plus particulièrement en Afrique, finalement, d'avoir développé une société, tant sur le plan culturel, social, économique que technologique, chose qui malheureusement n'est pas arrivée pour différentes raisons. Mais voilà, c'est un rêve qui est toujours espéré, on va dire. Qu'on soit bien clair, si demain vous avez 2 ou 3 pays noirs africains qui réussissent à se développer économiquement, qui réussissent à vraiment développer une force, une puissance économique et sociale au sein du pays, je peux vous garantir, il y a beaucoup de noirs américains qui repartent dans le pays d'origine de leurs parents, l'arrière-grand-parents, l'arrière-arrière-grands-parents, parce que voilà, c'est un peu d'ailleurs le phénomène qui s'était produit avec le Libéria. Hein. Le Libéria a joué énormément pour amener pendant un certain temps, alors je ne sais plus, c'était dans les années 60 ou 70, à pousser des Afro-Américains à repartir en Afrique pour aller vivre dans ce pays, dans le Libéria, pour retourner à leurs origines, hein, finalement. Donc ça, c'était un petit exemple. Donc le problème, si vous voulez, c'est ça, c'est qu'il y a aussi un de ces fléaux, qui pour moi c'est un fléau aux États-Unis, c'est l'hypersensibilité, c'est-à-dire cet hyper émotionnel qui, à un moment donné, leur fait perdre un peu la notion de la réalité, c'est-à-dire que finalement, nous autres Français, ou même, je dirais, les Latins d'une manière générale, on a peut-être un petit peu plus... on a quand même plus de sang-froid, ce qui est bizarre d'avoir du sang-froid pour des sangs chauds, c'est-à-dire qu'on est plus cartésien, finalement, et plus particulièrement nous les Français, nous sommes des gens cartésiens, comparativement à nos homologues italiens, espagnols, portugais, grecs, ou ce que vous voulez, et de ce fait, c'est vrai que nous, Français, lorsqu'on arrive aux États-Unis,
on retrouve un certain nombre de repères culturels qui ne nous dépaysent pas réellement, mais par contre, en ce qui concerne le comportement des Américains, eh ben, il y a un moment où il faut s'adapter, parce que on se rend compte qu'il y a un moment donné où ça va un petit peu loin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez certains secteurs aux États-Unis où ils adorent les Français. Par exemple, dans la finance, ils adorent les Français parce qu'ils trouvent que les Français ont une capacité de jugement et de décision où ils font pas de morale. Les Français peuvent foncer là où les Américains, des fois, sont un peu hésitants ou ça leur pose des problèmes moraux, des problèmes de conscience, même si, encore une fois de plus, quand on parle de conscience aux États-Unis, c'est un petit peu hypocrite, hein, parce que quand il y a intérêt, en général, la conscience, elle est rangée au placard, mais à partir du moment où ils s'assurent du succès de leurs investissements, qu'on soit bien clair, hein, c'est un peu si vous voulez, la référence par rapport à l'armée américaine. Si l'armée américaine aujourd'hui est considérée comme l'armée la plus puissante du monde, c'est tout simplement parce que c'est une armée qui s'est toujours déplacée de façon très massive matériellement, parce qu'elle a une énorme logistique, mais il s'est avéré que finalement, au fil des ans, surtout pendant les guerres de décolonisation, et plus récemment avec le Desert Storm, c'est-à-dire la guerre en Irak contre l'invasion du Koweït en 92 ou 91, je crois, moi j'ai eu cette chance d'avoir accès à un certain nombre de rapports sur cette guerre, et force est de constater que malheureusement l'humain commençait à devenir un problème, c'est-à-dire que la guerre conventionnelle telle que les Américains les ont pratiquées et jusque avec l'Irak et l'Afghanistan, on s'est rendu compte que malheureusement, si en effet logistiquement l'armée américaine est capable d'eux, même si l'armée américaine aujourd'hui a beaucoup porté l'accent sur la technologie, dans une guerre conventionnelle, c'est-à-dire avec du fantassin, avec de l'infanterie, avec de la progression terrestre, du combat terrestre, là on se rend compte que malheureusement il y a un certain nombre de problèmes, et surtout des problèmes internes, c'est-à-dire des problèmes psychologiques. Il suffit de voir aujourd'hui le nombre de vétérans qui reviennent à la vie civile. Beaucoup ont beaucoup de mal à revenir à la vie civile parce que dans la société américaine, eh bien, ils ont rencontré le même problème qu'ont rencontré les vétérans de la Première Guerre mondiale, comme ceux de la guerre de Corée, comme ceux du Vietnam. Mais en réalité, quand ces personnes, ces vétérans sont revenus à la vie civile, quand ils ont été confrontés à une vie civile dans une société américaine de consommation, de surconsommation, et évidemment avec des comportements qui n'ont rien à voir avec ce que nous pouvions nous connaître en Europe. L'Europe qui a connu quand même 2 guerres mondiales, ce qui a forcément eu beaucoup d'influence sur les comportements individuels, sur la façon de voir le monde, sur la façon de voir les choses, de les comprendre. Ce qui, au niveau du peuple américain, est totalement différent, même si aujourd'hui des Américains vétérans, que ce soit des différentes guerres, arrivent quand même à revenir un petit peu dans la société, ils ont au plus profond d'eux ce décalage de la société américaine, de la vision des Américains qu'ils ont à la fois sur eux-mêmes, mais aussi par rapport au monde. Et ça, c'est encore plus accentué aujourd'hui. C'est-à-dire que l'un des gros fléaux de la société américaine, c'est tout simplement une politique motivée, cultivée d'isolationnisme. Je vais y arriver. C'est-à-dire cette capacité aujourd'hui à ne se regarder finalement que le nombril, et puis demander aux Américains d'avoir la charge et la responsabilité de défendre les intérêts de la société, des États-Unis, du pays, de la nation, dans ses affaires extérieures. Et si bien qu'aujourd'hui, vous avez en effet des outils, vous avez des livres, vous avez des vidéos, vous avez des émissions, vous avez des documents, vous avez vraiment tous les outils aujourd'hui qui permettent de voir un petit peu les choses de façon globale, et voire même parfois critique vis-à-vis de la politique américaine, qu'elle soit politique extérieure, géopolitique, etc. Malheureusement, ça demande quoi? Ça demande de la curiosité, ça demande que les Américains s'informent, s'intéressent, et la curiosité, ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas, c'est-à-dire que les Américains se contentent souvent de ce qu'on leur donne, de façon dans des médias, je dirais des médias, des médias de masse, les médias mainstream si vous voulez. Donc, on se rend compte que les Américains finalement se débattent très souvent sur des sujets complètement abstraits, voire même des fois s'engagent dans des convictions qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'expliquer, qu'eux-mêmes ne sont pas capables de développer.
Et puis en règle générale, ils font volte-face. Moi j'en connais certains qui, à un moment donné, ont été mis devant leur propre contradiction. Ceux-là, on ne les voit plus. C'est-à-dire qu'ils ne nous parlent plus, ils ne nous voient plus, etc. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu la solution. Ceci dit, c'est à peu près la même chose aujourd'hui qui se passe en France, hein, soyons clairs. Parce que à force de vouloir américaniser la société française, aujourd'hui, on se retrouve avec à peu près les mêmes comportements. Même si, encore une fois, en France, on n'est pas arrivé au stade des États-Unis, même si en France, on croise déjà des gens qui ont une hypersensibilité, qui sont des gens de conviction, mais incapables de développer leurs convictions et incapables de les expliquer et incapables d'argumenter ce en quoi ils croient. Donc ça, voilà, ça fait partie du chaînage, de l'évolution, de l'influence d'un certain nombre d'idéologies, de certaines règles, de certains dogmes, qui consistent tout simplement à amoindrir la capacité majoritaire du peuple à comprendre les choses et essayer d'assimiler, voire même se poser les bonnes questions. Et ça, justement, les Américains, malheureusement, sont complètement émasculés, pour certains, de se poser, justement, ces bonnes questions. Beaucoup, d'ailleurs, par rapport à Trump, ne se posent pas la question comment Trump est arrivé au pouvoir. Comment il a réussi à briguer la primaire, hein, il a quand même remporté cette primaire, en étant un milliardaire qui a fait fortune, en partie a hérité de la fortune de son père et a fait fortune dans l'immobilier, en partie qui est un personnage haut en couleur depuis très très longtemps, puisque même moi dans les années 80, quand je regardais des fois les actualités américaines, je connaissais Donald Trump, je voyais un petit peu quel genre de personnage c'était, qui en plus de ça a touché à beaucoup de domaines de business. Il a développé une activité de vente de steak, par exemple. Il a même fait de la télé-réalité avec justement cette image de mec qui a réussi et qui a, de par sa réussite, la possibilité de juger les autres comme étant possible d'être des gens qui vont réussir, au contraire d'être des losers, comme il disait. Ce type-là, lorsqu'il se présente à une primaire, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est la réaction d'un grand nombre d'Américains qui disent « c'est une plaisanterie ». Moi-même, je l'ai entendu. De toute façon, il n'ira jamais loin. C'est un gag. Sauf que c'était sans compter sur la prise de conscience d'un grand nombre d'Américains qui se sont à un moment donné réveillés, se sont rendus compte que t'as beau mettre des républicains ou des démocrates politiciens au pouvoir, c'est toujours les mêmes baisers dans l'histoire, c'est-à-dire le peuple américain, que ces gens-là ne servent que les intérêts de la finance, de Wall Street, et que sur le plan social, économique, économie réelle, etc., rien n'est quasiment fait. Certains États, certains gouverneurs prennent des décisions, font des choix et développent des stratégies sociales dans leurs États, mais ce n'est pas partout, c'est pas le cas partout. Ce que beaucoup d'Américains reprochent aujourd'hui au système, c'est tout simplement d'avoir des politiciens qui ont le sourire ultra bright, qui réclament les voix quand il faut, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, on se rend compte qu'ils défendent les intérêts, ils font du show, de débats sur des sujets, etc. Au final, je prends l'exemple de ce que je disais avec l'Obamacare, hein, même si aujourd'hui il y en a qui vont vous dire « Ah ben si, l'Obamacare ça a marché, la preuve c'est qu'aujourd'hui il y a 18 millions d'Américains qui sont revenus sur le marché ». Oui, mais il faut voir le type de contrat sur lequel ils sont revenus. Il faut voir qu'aujourd'hui, vous avez eu un exemple récemment de ce monsieur qui était un expatrié en Chine, qui a attrapé le Covid, qui s'est fait rapatrier aux États-Unis. Sauf que le jour où on a pu l'interviewer à la télévision, il a expliqué que aujourd'hui il était dans la merde parce que, en effet, il a été soigné, mais les soins ne sont pas couverts par son assurance santé parce que son assurance santé de son travail, de son entreprise, finalement avait une clause qu'elle ne fonctionnait que lorsqu'il est en Chine et pas aux États-Unis. Donc tous les soins qu'il a subis aux États-Unis, il n'est pas couvert, donc il a fallu trouver un moyen pour payer les factures. Voilà ce qu'on reproche aux États-Unis, et voilà ce qui a été reproché aussi à l'administration Obama, c'est de ne pas avoir résolu ce problème d'un néolibéralisme qui a finalement tué un grand nombre de métiers, qui a tué l'industrie, qui a tué la production manufacturière, et finalement, quand vous avez un Trump qui gagne les primaires, gagne sur des arguments qui est « je vais faire revenir les entreprises, je vais réindustrialiser le pays », etc.,
Évidemment, il y a des cons qui le croient, parce qu'il y a un moment donné, vous savez, on en revient toujours à ce que je vous disais précédemment, c'est que vous avez des gens qui aiment bien entendre ce qu'ils veulent entendre, mais ne veulent pas essayer d'analyser ce qu'ils ont entendu pour comprendre si ce qu'on leur dit est possible et de capacité, ou si au contraire c'est de l'argument politique pour se faire élire. Et ça, malheureusement, et c'est la même chose en France. Hein. Je veux dire, Emmanuel Macron, il a été élu non pas pour ses idées, hein, qu'on soit bien clair, c'est parce que, il a été voté parce qu'il a bénéficié de la stratégie du vote contre, hein, du pacte républicain, comme on l'appelle, mais aussi parce que les gens qui vont voter, et qui vont voter en 2022 pour Emmanuel Macron, c'est parce que c'est des gens qui font partie d'une catégorie sociale qui ont tout intérêt à ce qu'Emmanuel Macron reste au pouvoir, parce que c'est un personnage qui est là pour détruire la fonction publique, qui est là pour détruire tout ce qui est un gouffre financier pour l'argent public, et que vous avez des gens plus ou moins aisés, des rentiers, etc. Eux, à la limite, ils ne sont pas concernés par ces problèmes-là, au contraire. Tant que ça peut leur permettre de continuer à pouvoir toucher de la rente et de moins payer d'impôts pour moins engraisser les services publics, etc., évidemment, ils votent Macron. Je veux dire, faut être clair, hein. Sauf le jour où ils tombent malades, et là, ils sont bien contents de trouver la sécurité sociale pour rembourser leurs frais de santé. Mais ça, vous voyez, c'est toujours le problème d'un certain nombre d'individus qui parfois ont un peu des œillères, voient ce qui les intéresse, mais ne voient pas les conséquences ou les dommages collatéraux que ce que ça peut générer selon leurs idées. Et bien aux États-Unis, c'est pareil, c'est même pire. C'est que vous avez beaucoup d'Américains qui aujourd'hui sont incapables, à un moment donné, d'argumenter de façon cohérente sur des aspects politiques, écologiques aussi, oui, surtout l'écologie, surtout en ce moment, économique et sociale. Et la géopolitique, j'en parle même pas, parce que de toute façon, quand on voit, et d'ailleurs c'est une des questions que j'ai posées à une personne, je lui dis, mais si Trump est aussi mauvais, comment ça se fait qu'il est resté 4 ans au pouvoir? Et là, elle me dit, oui, mais c'est parce que y a eu des manipulations, etc. Non, je lui dis, il n'y a pas de manipulation. C'est que malheureusement, les démocrates se sont focalisés sur le Russiagate, sauf qu'à un moment donné, le problème du Russiagate, c'est que ça a commencé à déraper, et ça a commencé à dépasser des limites qu'il ne fallait pas dépasser, et que le Pentagone a dit, attention là, vous n'allez pas dans cette zone-là, parce que si vous allez dans cette zone-là, vous allez trouver des éléments qu'on va pouvoir même je dirais démontrer que nous sommes également coutumiers du process d'influence et d'hégémonie et d'interventionnisme dans un certain nombre de pays, parce que le problème du Russiagate, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver des preuves, ils ont trouvé des gens qui étaient prêts à témoigner de convictions, mais ça ne suffit pas, ça ne prouve rien, et au final, les démocrates ont essayé, le dernier baroud d'honneur en lançant la procédure de destitution, d'empêchement, c'est procédure d'empêchement plus précisément, mais qui en réalité, de toute façon, était condamnée à n'arriver nulle part, puisque le Sénat est majoritairement républicain. Donc les républicains ne vont pas voter contre, même si je crois qu'il y en a 3-4 qui ont voté pour. Mais voilà, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui, et on le voit dans le Parti républicain, c'est que vous avez des gens qui agissent de façon opportuniste. On n'est plus dans la conviction politique, on n'est plus dans l'idéologie politique, on est dans le volet de ce que je disais, l'opportunisme, c'est-à-dire le conflit d'intérêts qui n'a plus rien à voir avec l'idéologie même d'un parti conservateur ou d'un parti progressiste. Puisqu'on s'est rendu compte exactement ce qui s'est passé en France, c'est que tous les socialistes convaincus, quand ils ont vu Mitterrand pendant 2 mandats faire des politiques avec ses gouvernements, soit de gouvernement socialiste ou de cohabitation, finalement, il y a beaucoup de gens, des socialistes convaincus, des gens de gauche convaincus, se sont rendus compte que finalement, c'était un socialisme capitaliste, c'était un socialisme ultralibéral, ce qui n'a rien à voir avec l'idéologie de base même du socialisme. Et c'est pour ça que finalement, au bout d'un moment, les socialistes, les gens qui se disent toujours de gauche, aujourd'hui j'ai envie de leur dire, mais est-ce qu'il y a un moment donné, vous savez où vous allez? Parce que la gauche aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train tout simplement de faire de la récupération auprès des écologistes. Je veux dire, la plupart, un certain nombre d'écologistes qui ont été élus lors des municipales sont des gens qui sont en réalité des gens de gauche. Hein, c'est-à-dire qu'ils se sont
parés, ils se sont couverts du manteau écologiste, mais en réalité, c'est les roues de secours finalement des partis de gauche et plus particulièrement du Parti socialiste. Donc, aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui finissent par épouser certaines idées du camp adverse, parce que, évidemment, eux, ils en tirent un intérêt pour leur gloire personnelle, pour leur réélection, soit en tant que représentant, soit en tant que sénateur, soit en tant que gouverneur, etc. Donc il y a un moment donné où je pense qu'il faut être lucide, et en plus de ça, ça se voit, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche, mais voilà, il y a des Américains qui ne le voient pas, comme il y a aussi des Américains qui le voient, mais parce que ça serait remettre en question toutes leurs convictions, toute leur persuasion de croire qu'ils sont du bon côté de la barrière, eh bien vivent dans le déni finalement. Et je pense que je vais m'amuser avec les commentaires de ceux qui vont me répondre à ce que je leur ai répondu. Je vais me rendre compte que finalement c'est ça va être des gens qui vont sortir des lieux communs, qui vont me sortir des arguments qui sont des arguments d'apparat, des arguments qui font partie du show, mais que si vous allez dans les coulisses, forcément vous allez complètement démolir leurs arguments. C'est exactement le même problème qui se passe aujourd'hui avec le Covid. C'est-à-dire que le Covid, en étant quand même en droit de se poser un certain nombre de questions, c'est quand on s'est rendu compte, quand on a aujourd'hui les preuves qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des manipulations, qu'il y a eu des détournements pour servir les intérêts ou les sauces des uns ou des autres, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça serait plus vertueux? Non, c'est pas plus vertueux, parce qu'on vous dit il y a une augmentation de Covid, mais il y a une augmentation de Covid de tests, c'est-à-dire des gens qui sont testés positifs, mais quand vous voyez les hospitalisations qui sont relativement stables et qui ne développent pas, que les décès sont relativement bas, on est en droit de se poser la question, de se dire, mais finalement, on n'est pas du tout dans des chiffres cohérents d'une épidémie ou d'une reprise d'épidémique. Oui, il y a une augmentation du Covid, mais c'est normal, c'est comme tous les virus saisonniers, tout le monde se le refile. Moi-même, je suis persuadé que j'ai le Covid, mais parce que j'ai peut-être les bonnes immunités, ou parce que je mange équilibré, ou parce que j'ai une vie plus ou moins saine, etc. Mais finalement, le Covid, il est là, mais il ne fait rien parce qu'il n'y a rien à faire. Et voilà, mon immunité peut-être joue un rôle assez important pour éviter que... Par contre, en revanche, oui, peut-être que je suis contaminant, mais il arrive un moment dans le temps où le virus devient totalement inoffensif, puisque il perd, et d'ailleurs c'est ce que certains professeurs et certains médecins aujourd'hui prétendent, c'est-à-dire que le Covid n'est plus le même aujourd'hui que celui qu'on a eu au mois de mars et au mois de février. Il a perdu de sa vélocité, il a perdu de sa capacité à mettre malade des individus, même si encore une fois je le répète, on est conscient que le problème du Covid-19 c'est qu'on n'a pas de vaccin, c'est qu'on n'a pas un traitement qui assure pour une majorité de gens d'être guéris ou d'être protégés contre le Covid. Le fait est, ce qui dérange aussi, c'est de dire aux gens, finalement, le Covid, vous allez l'avoir, mais comme en vous, c'est-à-dire comme tous ces virus que nous avons assimilés et que nos immunités aujourd'hui sont capables de lutter, que ce soit les grippes, que ce soit les rhumes, que ce soit les différentes épidémies qui existent. Alors oui, il y a des gens qui vont tomber malades parce qu'ils sont plus faibles. Oui, il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils ont des pathologies ou des circonstances avec des antécédents médicaux qui font que malheureusement, si on n'a pas le bon traitement et si on ne traite pas de façon efficace, avec une surveillance accrue, avec les bons médicaments et avec les bonnes connaissances, parce que ça aussi, je veux dire, tous les hôpitaux ne sont pas équipés de grands professeurs, de grands médecins, etc. Vous avez des médecins qui vont faire des conneries. La preuve, c'est que même la fameuse enquête, la fameuse étude, le fameux essai qui avait été émis sur le fameux site Lancet, a quand même des patients qui ont été traités avec des dosages, des dosages d'hydroxychloroquine qui étaient quand même trop élevés. On a vraiment l'impression qu'en fait ça avait été fait exprès pour justement provoquer des conséquences graves, voire même tuer les personnes, pour justifier en disant vous voyez, l'hydroxychloroquine, elle tue. Non, on en est à ce point-là. Et sauf que le problème, c'est que quand on s'informe, quand on va dans le détail, quand on prend le temps de lire, quand on prend le temps de regarder les choses, de comparer les choses, et à un moment donné de se servir de son cerveau en se posant les bonnes questions. Je rappelle une des questions essentielles qu'il faut
faut que vous posiez par rapport à certains phénomènes, c'est à qui profite le crime. Hein, que les choses soient claires, c'est comme par exemple l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth. Pour l'instant, on a des éléments, mais on n'a toujours pas... on a des probabilités qu'il s'agit bien d'un accident, mais un accident qui est la conséquence d'un manquement administratif ou de conflits d'intérêts. Vous avez par exemple, je ne sais plus quel journal qui a fait une enquête assez approfondie et qui a trouvé que finalement le bateau qui transportait ce produit dangereux qui est le nitrate d'ammonium avait été affrété par une compagnie qui elle-même avait sous-loué à une autre compagnie, que le bateau, etc. Enfin, c'est tout un montage en rouage, mais on a pu savoir qu'en fait le nitrate d'ammonium était destiné à la Somalie pour être transformé dans une usine d'armement. Pour quel client ? On ne sait pas. C'est voilà, pour l'instant, c'est-à-dire que c'est des batailles. Ça, c'est pareil. Hein, les problèmes qui sont liés au trafic maritime international de marchandises dépendent aujourd'hui de réglementations internationales, mais avec des organismes qui font parfois un peu preuve de souplesse, et il y a certains problèmes qui ne sont toujours pas résolus. C'est-à-dire que, par exemple, ce fameux procédé du pavillon de complaisance, malheureusement, aujourd'hui, pose énormément de problèmes quand il s'agit de faire valoir la justice, de faire des enquêtes sur des défauts, sur des problèmes, sur des incidents, des accidents, des défauts de normes, jusqu'à même des bateaux qui ne devraient plus circuler sur les mers parce que totalement inaptes ou totalement impropres ou totalement out des réglementations de sécurité. Donc voilà, quand on n'a pas la volonté politique de faire les choses dans le bon sens, selon les fondamentaux qui sont instaurés pour justement que ces organismes jouent leur rôle, eh bien, on se rend compte qu'il y a un problème. Et c'est exactement le problème qui se passe avec le Covid, puisque vous avez les CDC américaines qui, là, aujourd'hui, sont en train de dire « oui, mais il y a 6% de décès de Covid ». 6% de décès de Covid. Donc les autres, c'est quoi alors ? C'est des décès de suite à des complications de pathologies ou de maladies, etc. Sauf qu'il y a un moment donné, on s'est rendu compte que dans le nombre de gens qui étaient entrés dans les statistiques de décès, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout testés. C'est-à-dire que c'est des gens qui décèdent, mais on ne fait pas d'autopsie, on ne fait pas d'analyse, on ne teste pas pour savoir si c'est le Covid, mais par contre, cette personne va rentrer dans les statistiques Covid. Donc, vous voyez, donc là, en effet, ça ne marche pas. En France, on a eu le même problème avec les EHPAD, même avec ces fameux... il y a eu ce coup de cette personne qui s'est tuée en moto, qui a été admis aux urgences, qui est décédé, mais qui a été ensuite intégré dans les statistiques d'une mort Covid, alors que le mec, il n'était pas du tout mort du Covid, il est mort d'un accident de moto. Enfin, il y a un moment donné, vous vous dites, mais ouais, ok, alors ce cas-là a été détecté par des médias, mais pour un cas détecté, combien il y en a d'autres ? Donc vous voyez, on a le bénéfice du doute quand même à avoir. Et bien c'est la même chose aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, sur la politique américaine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les véreux, les corrompus, les lobbying, les conflits d'intérêts, Washington aujourd'hui est une planche pourrie. Sauf qu'évidemment, si vous admettez l'idée que Washington est une planche pourrie, ça veut dire que la démocratie américaine est pourrie. Et donc c'est toute la religion même des États-Unis qui s'effondre. C'est-à-dire la démocratie du pays des libertés, etc., qui finalement s'effondre aussi. D'autant plus qu'il est encore plus compliqué avec un pays avec autant de population, 328 millions d'habitants, dans lequel vous avez du communautarisme, vous avez du religieux, et vous avez évidemment tous ces conflits d'intérêts. Et encore une fois de plus, avec ce que je disais tout à l'heure, avec cette culture de l'excès, c'est-à-dire que là on n'est pas dans la demi-mesure, on n'est pas dans la tolérance, on est dans l'excès, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Donc forcément, entre parfois des communautés, ça se frite, entre des conflits d'intérêts sociaux, ça se frite, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de secteurs d'activité, de services, où vous avez de plus en plus d'hispaniques qui sont en train de remplacer des Afro-Américains. Pourquoi ? Parce que les Afro-Américains, malheureusement, s'assoient un petit peu trop confortablement sur certains acquis, sur certaines notions par rapport à leur passé, par rapport à l'histoire même
même si certains sont des opportunistes par rapport à l'histoire afro-américaine, par rapport à l'esclavage, alors que eux sont issus d'une première, deuxième génération d'immigration qui vient des années 60, 50, voire 70, voire 80 pour d'autres, donc qui n'ont absolument rien à voir avec une descendance d'esclaves, mais qui s'approprient évidemment cet effet cause de l'idéologie de défense et de droit et d'égalité, d'équité des Afro-Américains aux États-Unis. Donc ça génère parfois des comportements, évidemment, dans des entreprises, ça passe mal. Sauf qu'on se rend compte qu'en face, vous avez des hispaniques qui, eux, sont des ambitieux. Hein, attention, eux ont un petit côté un petit peu plus ciblé sur le côté lucratif de la chose et qui sont prêts d'ailleurs à vraiment se défoncer au travail pour gravir les échelons et gagner plus d'argent, ce qui est le cas aussi des Asiatiques, ce qui est le cas des Indiens, des Pakistanais aux États-Unis, qui dans différentes branches aujourd'hui sont en train tout simplement de gravir les échelons en remplacement, parfois aussi même des blancs américains. Là, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le dumping social, et dans ce dumping social, vous avez certaines cultures qui l'ont très bien assimilé et qui s'en servent dans leurs propres intérêts. Contrairement aux d'autres qui, eux, n'ont toujours pas compris le principe et se croient s'asseoir sur des acquis. Ce qui est le cas malheureusement en France avec le système social français, c'est que beaucoup trop de gens se sont assis sur certains acquis sociaux, sur certains droits, sur certains principes, etc., pour finalement nuire à la productivité de l'entreprise, nuire à la qualité dans l'entreprise, à tel point que dans les années 90, on était obligé parfois de remettre un certain nombre de chartes, un certain nombre de principes, de comportements, de procédures, etc., parce que il y avait une certaine déliquescence par rapport à ça. Donc voilà, je veux dire, peut-être qu'on en reparlera, parce que de toute façon, ça va monter crescendo. Là, on a eu à Portland un blanc américain qui faisait partie apparemment d'un mouvement d'extrême droite qui a été tué une balle dans la tête. Vous avez l'affaire du jeune homme. Alors apparemment, il semble bien que le jeune homme à Kenosha, c'est Kenosha, j'avais dit Kenowa ou la dernière fois, mais c'est Kenosha, qui malheureusement va devoir répondre d'homicide volontaire et même de port d'armes illégales, puisque le gamin a donc bien 17 ans et qu'il n'était pas normalement amené à porter une arme. Mais là encore, on ne se pose pas la question, mais comment? Parce qu'en plus de ça, il y a certains rapports qui disent qu'il y a des flics qui sont venus pour leur dire non, rentrez chez vous, etc. Et le gamin a dit non, nous on protège. Les flics, à un moment donné, n'ont pas percuté que, le gamin, il a l'air jeune, on va peut-être contrôler, savoir si... non, même pas. Vous voyez, c'est une accumulation de choses, mais comme ces choses sont la démonstration et la preuve que le système ne fonctionne plus, que les principes, les fondamentaux de la société américaine dans beaucoup de domaines ne fonctionnent plus parce qu'on est tombé dans la complaisance, parce qu'on est tombé dans l'incompétence, parce qu'on est tombé dans les conflits d'intérêts politiques, d'ambition, d'arrivisme, etc., que il y a des processus qui ne fonctionnent plus. Et donc ce gamin, malheureusement, a tué 2 personnes, sauf qu'il y a une vidéo qui montrait le début de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'il y a des manifestants qui sont arrivés dans la zone et ont commencé à péter des bagnoles, etc. Le gamin avec d'autres ont commencé à intervenir, sauf qu'il y a eu un coup de feu qui a été tiré dans une direction. Le gamin, évidemment, a pris peur, donc il a riposté face au tir, sauf qu'au même moment, il y a un mec qui était sur la trajectoire de la balle et il lui a tiré dans la tête. Après, évidemment, il a essayé de trouver des forces de police pour aussi, etc. Sauf que c'est à ce moment-là qu'évidemment, ceux qui ont vu qu'un mec a été tué, qui l'ont vu en train de se barrer, confusion, donc vas-y, on le poursuit pour le lyncher, parce que machin, etc. Et puis voilà, tout le drame. Et ce qui est très amusant, et ça rejoint, et je vais terminer avec ça, c'est que sur Facebook, j'ai vu des gens qui ont
presque mis en position de martyr ces deux personnes. C'est-à-dire, ah bah voilà, c'est des victimes de la connerie. Même dit, voilà, c'est la faute de Trump si ces deux personnes ont été tuées, hein, puisque le gamin c'est un pro-Trump, hein, parce que le gamin c'est un conservateur de droite. Même apparemment le gamin était présent lors d'un meeting de Donald Trump. Donc c'est la faute de Trump. C'est Trump qui lui a mis une arme dans les mains. Vous voyez, on en est là. Et ces personnes donc encensaient en tant que martyrs ces deux personnes, sauf que les deux personnes, quand on regardait un petit peu leur pédigré judiciaire, c'était pas des enfants de cœur, hein, parce que les deux avaient déjà été arrêtés, condamnés, ont fait de la prison pour des actes de violence conjugale, agression sexuelle, voire même attouchement sur mineurs, etc. Donc voilà, c'était quand même des sacrés personnages. Je dirais des personnages que finalement, qui est un peu le reflet aussi de ce pays, c'est que vous avez même dans les rangs progressistes qui défendent des valeurs morales et sociales, bah finalement on intègre quand même des gens qui se servent finalement de ces mouvements-là pour leur intérêt d'essayer de se faire passer pour ce qui en réalité ils ne sont pas, qui ce sont des criminels, hein, des criminels au même titre que ceux qui en face, qui défendent Trump, qui défilent avec des drapeaux, avec leurs gros trucks bien polluants, qui ont des discours complètement démagogiques, etc. Et j'ai d'ailleurs répondu à cette personne, j'ai dit, si vous considérez une haine, parce qu'il a des propos assez haineux vis-à-vis des pro-Trump, et je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vos propos sont les mêmes que ceux que tenaient un certain nombre d'antisémites allemands dans les années 30 et qui étaient bien heureux de trouver un certain Adolf Hitler au pouvoir pour se débarrasser des Juifs? Et là, pas de réponse. Donc, alors je sais, la comparaison est extrême, mais on n'en est pas loin. Les similitudes, hein, même s'il y a beaucoup de gens qui aiment bien comparer Trump à Hitler, ce qui est complètement idiot, hein, ce qui n'a absolument rien à voir, idéologiquement, politiquement, etc. Mais voilà, on est encore sur l'usage de l'image et de l'émotionnel pour incrémenter dans la tête des gens une idée d'assimiler Donald Trump à Adolf Hitler, hein, alors que, je le répète, il n'y a aucun point commun, aucune similitude entre Adolf Hitler et Donald Trump. Mais il y a des gens voilà, qui plongent la tête la première. Et généralement, ces gens-là, je n'y réponds plus parce que ça me fatigue, j'ai pas le temps. Je les laisse dans leurs conneries. Donc voilà, c'était une vidéo pour remettre un petit peu les choses au clair sur ce qui se passe aux États-Unis. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, si jamais Donald Trump est réélu, je pense qu'il va y avoir des conséquences très graves. On est peut-être au bord d'une situation de guerre civile, parce qu'évidemment les pro-Trump, les conservateurs, eux, pour l'instant, restent relativement calmes. Mais face au mouvement BLM, etc., il y a un moment donné où ça va se friter. D'ailleurs, ça s'est déjà frité à Portland, ça s'est frité avec des pistolets de paintball avec des boules au poivre. Hein, mais voilà, c'est que si vous en avez qui commencent à sortir des armes de poing ou des fusils d'assaut, vous savez, là, il suffit de peu de choses. C'est pour ça, pour l'instant, on attend novembre, mais si au mois de novembre, Donald Trump est réélu, je pense qu'à mon avis, les États tels que la Californie, l'Oregon, l'État de Washington, tous les États majeurs progressistes de la côte ouest, il va y avoir à un moment donné une décision à prendre. C'est soit on déclenche une guerre civile, soit on fait sécession, c'est-à-dire qu'on sort de l'Union. Parce que, voilà, je veux dire, on peut pas, ces États ne pourront pas tenir, la sécurité ne pourra pas tenir, l'économie ne pourra pas tenir, même si déjà économiquement la Californie, il commence à y avoir déjà pas mal de problèmes. Mais je ne vais pas revenir dessus parce que sinon on n'a pas le temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la situation de la Californie, mettez dans le commentaire. Mais également mettez dans les commentaires s'il y a un sujet particulier que vous voudriez que j'aborde, que vous voudriez que je parle sur certaines choses, sur lesquelles vous voudriez peut-être avoir des éclaircissements, etc. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, marquez-le. J'aimerais bien avoir que vous parliez de tel sujet, etc. Je me ferai un plaisir. Ça fera de la consistance pour la chaîne. Et donc, oui, voilà, j'ai dévié un petit peu, mais pour finir la vidéo, je pense que l'élection de novembre sera certainement la plus importante historique de l'histoire des États-Unis.
avec, je pense aussi, des conséquences et des ramifications à l'échelle internationale. Donc on verra ce qui se passe. D'ici là, portez-vous bien et toujours la même veillance de ne pas tomber dans les pièges idéologiques et de manipulation. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.